Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 1er mai 2022. Tout le monde est désormais situé sur les intentions du gouvernement à améliorer les conditions de vie des travailleurs. Le mardi 26 avril dernier, au Palais de la Marina, le président Patrice Talon a échangé avec les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales et les représentants du patronat au sujet de la revalorisation des salaires. Même s'il y a des points de satisfaction, les porte-voix des travailleurs sont restés sur leur faim en ce qui concerne un certain nombre de questions. Mais qu'en est-il réellement des citoyens qui travaillent dans le secteur privé et qui subissent les affres donc, de la cherté de la vie à la même intensité que les agents de la fonction publique? Éclairage assure avec le directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, Majid Zi, est l'invité de la semaine. Juste après, lui, nous allons parler éducation avec le président de l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur. Le professeur Vigile Haï est élu il y a quelques semaines à la tête de cette union avec une équipe qui l'accompagne. Quelle est donc sa vision pour le rayonnement des universités privées du Bénin? Il nous le dira sur ce plateau du grand format. Le plateau du grand format qui reçoit pour vous ce dimanche Vano Baby, c'est notre artiste de la semaine, lui qui a donné rendez-vous à ses fans à la plage de Figuier à Cotonou le samedi 7 mai prochain pour un concert qu'il promet époustouflant. Vano Baby nous dira tout sur les préparatifs et le contenu de cet événement musical. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer comme tous les dimanches. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, hommage rendu au professeur Martin Renancy. C'est une initiative de ces étudiants devenus aujourd'hui de grands cardiologues et des enseignants chevronnés. On en parle dans un instant. On parlera également de cette forte mobilisation des différentes parties prenantes concernées par la lutte contre le paludisme au Bénin. Les entreprises s'engagent dans le combat. Elles ont fait le geste utile pour accompagner les efforts du gouvernement dans son objectif d'atteindre zéro palu dans le pays. Images et reportages à suivre. À suivre également le compte-rendu de la cérémonie de remise de matériel à l'association Omnisport Racine de Boycon. C'est un creuset de jeunes sportifs qui pratiquent le take-ball. C'est un don de la fédération béninoise de cette discipline. Après les éditions précédentes, la mairie de Cotonou accompagne une fois encore les candidats aux divers examens de fin d'année scolaire. Des travaux dirigés sont organisés par la municipalité pour renforcer les performances des jeunes apprenants candidats à ces examens. Il s'agit pour la mairie de leur donner les moyens afin qu'ils fassent de Cotonou la commune de l'excellence. Les travaux dirigés ont été lancés ce samedi par le premier adjoint au maire représentant le maire Luc Setonji à Tropo. Reportage. Préparer une bonne relève à travers une formation de qualité sanctionnée par de meilleurs résultats, c'est le combat du maire Luc Setonji à Tropo. En initiant les travaux dirigés au profit des candidats aux examens du CEP, BEPC et baccalauréat session 2022, la municipalité de Cotonou se donne pour mission d'accompagner les apprenants dans le rendement scolaire pour que les meilleures notes reviennent à la ville de Cotonou. Les 100%, on le veut bien, mais de très bons résultats. On attend parce que tout le tout a démontré quand même que c'est des enfants qui sont éveillés. Les enfants sont attentifs et ils sont contents et ils m'ont chargé de dire au maire Luc Setonji de la ville de Cotonou qu'il ne sera pas déçu et que de continuer toujours à leur faire confiance, à les soutenir. Les travaux dirigés entamés depuis 2021 ont connu une nette amélioration cette année avec l'implication des établissements scolaires privés et les deux lycées techniques, celui de Kondéou et Koulibaly. Il s'agit pour les organisateurs de faire en sorte que les meilleures places au CEP, BEPC et baccalauréat reviennent à la ville de Cotonou. La particularité de cette TD cette année est que nous voulons redorer donc le blason du littoral en prenant notre place de premier à tous les examens. L'année passée, nous n'étions pas premiers au BPC. Nous étions premiers au bac et au CEP. Cette année, nous promettons de ramener le BPC dans la droite ligne de cette place-là. Et qu'ensuite, comme les enfants l'ont promis, que nous ayons des résultats massifs qui vont témoigner du travail fait par les différentes autorités à différents niveaux, l'accompagnement de la mairie et surtout nos enseignants. Il faut les remercier, ces enseignants-là, qui depuis 6 heures, 7 heures sont ici, 8 heures,
qui en terminale ou en troisième et qui ont également au primaire sont en train de garder les enfants, nous pouvons que leur dire merci. Ces travaux dirigés prennent en compte toutes les matières d'enseignement général sauf l'EPS et une douzaine de spécialités pour les lycées techniques. Déjà, organisateurs et apprenants se réjouissent du bon démarrage des activités. Rendez-vous donc dans quelques mois pour évaluer les performances acquises. Dans la suite de ce journal, sachez qu'un hommage a été rendu, c'est un hommage au professeur Martin Kouenassi, c'est un éminent cardiologue dont donc, les mérites vont au-delà des frontières béninoises. C'est à la faveur d'une cérémonie organisée ce samedi à Cotonou et à l'occasion, les mérites de l'homme ont été vantés par des hommes et des femmes venus de plusieurs pays pour la circonstance. Une pluie d'hommages dont nous vous proposons ici un échantillon. Écoutez. Vous avez formé 13 promotions de cardiologues, soit un total de 104 cardiologues venus de 9 pays, à savoir le Bénin, le Burkina, le Cameroun, le Togo, le Niger, le Gabon, le Congo, le Tchad et la Centrafrique. Professeur Dedonoubo Martin Kouenassi, vous pouvez être fiers de vous, car parmi nous, vous avez des maîtres de conférences agrégés, des maîtres assistants, des chefs de service de cardiologie dans le public et dans le privé. Chers maîtres, merci d'avoir accepté de partager votre manteau cardiologique avec chacun de nous, et ceci avec beaucoup d'humanisme et de patience. Votre rigueur et votre pragmatisme n'a point émoussé votre fibre paternelle. C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de vous rendre cet hommage bien mérité à travers cette... Je suis particulièrement heureux parce que le soldat que j'étais et que je suis toujours dans ma tête s'est engagé pour participer dans son uniforme à l'amélioration de la santé des Béninois. Puis la Providence lui a offert de devenir enseignant et de former d'autres comme lui. Si j'ai compris tout ce qui a été dit, c'est que j'ai fait mon devoir. Et ça, pour l'officier que je suis encore dans ma tête, c'est important. Voilà, nous reviendrons sur cette cérémonie d'hommage au professeur Martin Kouenassi dans nos prochaines éditions avec un peu plus de détails. De l'éducation, on parle agriculture à présent, du matériel et des intrants agricoles pour les producteurs de l'OME, de l'Atlantique, du littoral et du Mono. Les agriculteurs de ces départements couverts par le pôle 7 de l'Agence territoriale de développement agricole ont reçu un appui de l'État béninois. Le don est financé par le budget national à hauteur de 7 millions de francs CFA, nous dira ici William Cliquant. Plus de 700 millions en francs CFA de deniers publics pour garantir la sécurité alimentaire par une production de qualité au Bénin. L'Agence territoriale de développement agricole, ATDA Pôle 7, appuie par ce lot de matériel, équipements et intrants les coopératives, associations et exploitants de son ressort. Tout ceci constitue des effets et impacts de la réforme que vous avez conçue et que vous vous employez à suivre et superviser avec passion et encouragement la mise en œuvre à travers le coaching au quotidien de vos collaborateurs directs que nous sommes. Le don est varié. Des engins de différents calibres, des semences sélectionnées, des machines de transformation et divers autres matériels. Les filières prises en compte sont toutes concernées, du maraîchage à la culture du manioc, en passant par l'aquaculture et les autres. Nous sommes conscients que l'agriculteur, le petit transformateur, n'a pas toujours les ressources qu'il faut pour capitaliser son exploitation. Conscient de ça, plutôt que de vous parler de ce qu'on peut faire, comment il faut faire,
nous vous apportons ici de manière concrète les moyens de faire beaucoup, de faire mieux que par le passé. La TDA 7 couvre 4 départements, l'Ouémé, l'Atlantique, le littoral et le Mono. La cérémonie de remise s'est achevée par des conseils pratiques prodigués aux acteurs récipiendaires en langue locale par le ministre de l'Agriculture. Nous sommes dans le domaine agricole et nous allons y rester pendant encore 3 minutes pour revivre les temps forts de la cérémonie de remise de matériel de transformation de manioc aux coopératives. Le geste de l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 5 s'inscrit dans le cadre donc de la mise en œuvre du plan national de développement de la filière manioc au Bénin. Imet Hélène Amonsou. La filière fait partie de celles en diversification dans le pays. La filière manioc est aussi l'une des quelques-unes dotées de plan national de développement. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, un appui considérable vient d'être apporté à la filière dans le volet de la transformation. Des matériels ont été acquis au profit des coopératives par l'Agence territoriale de développement agricole, ATDA Pôle 5. La présente cérémonie s'inscrit dans cette quête de performance et consacre la remise officielle de ces équipements aux coopératives bénéficiaires opérant sur ce maillon. Comptant sur le sens de responsabilité des membres de coopératives ici présents, je voudrais me rassurer que vous ferez bon usage de ces équipements et en garantir une maintenance exemplaire. Les équipements offerts sont composés de 12 râpeuses mobiles à moteur thermique d'une capacité de 1000 kg par heure chacune, 12 presses à double vis d'une capacité de 350 kg par 5 heures, ainsi que 12 tamis fixes à moteur thermique d'une capacité de 1000 kg par heure chacune. Remis aux bénéficiaires, ces matériels visent à faciliter les travaux de transformation, mais aussi à accroître la quantité de produits finis et ceux dérivés. Si je veux râper mon manioc, je fais sortir ma machine, je nettoie, je contrôle l'huile de vidange, je mets ça en marche, je commence. Je finis 1 heure, 2 heures, voire une journée entière après. Pour ranger, je nettoie complètement tout l'équipement, de la machine jusqu'au moteur, et je mets ça à l'abri des vents, de la pluie, de tout. Vraiment, aujourd'hui, nous remercions avec le cœur le président de la République. Vraiment, nous sommes très contents, nous sommes très heureux. Et on remercie aussi le ministre de l'Agriculture. Ce qu'on a eu aujourd'hui, ça va nous aider à aller profondément dans les communautés avec notre transformation. D'un coût global de 23 844 000 francs CFA, les équipements dont l'acquisition est financée par l'exécutif ont été achetés conformément à la mise en œuvre du plan national de développement de la filière manioc. Pour tirer davantage profit de l'utilisation de ces équipements, les bénéficiaires ont été invités à en faire usage tel que indiqué à la remise. Ces derniers n'ont pas manqué de féliciter et remercier le gouvernement pour les efforts déployés en vue de la modernisation du secteur agricole. Les agences de communication regroupées en associations ont tenu vendredi dernier une assemblée générale extraordinaire inscrite à l'ordre du jour des modifications statutaires liées au mandat du bureau exécutif dont les nouveaux membres sont élus pour un mandat de 3 ans renouvelable. Il y a aussi la restructuration du bureau exécutif porté à 11 membres au lieu de 9. Le point de cette AG extraordinaire dans ce compte rendu signé Herman Parfait Anyambossou. Pour cette assemblée générale extraordinaire de l'Association des agences de communication, pas de huis clos. Tout va se dérouler en présence des caméras et micros des hommes et femmes des médias qui ont assisté de bout en bout au déroulement de l'ordre du jour. Nous avons décidé de nous inscrire dans la démarche officielle et d'accompagner les réformes et la structuration du métier qui est le nôtre. Nous sommes avec les autorités administratives pour accompagner et faire aboutir ces démarches. C'est le sens premier et fondamental de notre association. Ici, dans l'une des salles de l'hôtel Azalaï, l'association créée en 2017, de la volonté des promoteurs d'agences de communication de travailler à professionnaliser le secteur, s'offre quelques moments de réflexion. 2 activités essentielles sont prévues à cette rencontre. La relecture des statuts pour porter le mandat initial d'1 an à 3 ans renouvelable une seule fois pour le bureau exécutif, dont le nombre de nouveaux membres élus est aussi porté à 11 au lieu de 9.
Désormais, au nombre des membres du bureau de notre association, l'Association des agences de communication du Bénin, nous avons comme président M. Didier Aplogon Djibodé, premier vice-président M. Nyangeno Alexis, deuxième vice-président M. Gilles Baguidi, troisième vice-président M. Luc Vaudouré, secrétaire général Madame Alix Salimatou Bello, secrétaire générale adjointe Madame Annick Dimadja, trésorier général Monsieur Sam Chidiak, trésorier général adjoint Monsieur Polycarpe Agonglo. La séance s'est déroulée aussi bien en présentiel que par vidéoconférence pour les promoteurs d'agences hors du territoire. À la fin des travaux, le bureau de 11 membres élus pour un mandat de 3 ans renouvelable est présidé par Didier Aplogon Djibodé. Pour un homme qui connaît assez bien le secteur, les défis de la corporation des professionnels de la com sont immenses. Nous sommes, nous, agences de communication, tous les métiers de la publicité et de la communication, nous nous sommes regroupés justement dans cette association pour pouvoir sortir notre métier de l'informel, pour pouvoir mieux organiser notre métier, pour une meilleure reconnaissance de notre métier et pour une meilleure considération de l'ensemble de ce que nous faisons. C'est amener à réguler ce secteur, faire en sorte que les professionnels de la publicité et de la communication puissent vivre de leur métier. C'est faire en sorte que les annonceurs, qui sont ces personnes qui nous payent, puissent savoir qu'ils ont en face des professionnels conscients, des professionnels qui sont reconnus, qui sont réputés et qui savent ce qu'ils font. C'est faire en sorte que la profession évolue dans notre pays. Un nouveau départ pour le collectif des promoteurs d'agences de communication appelés à renaître des affres de la crise sanitaire. L'association devra aussi travailler à assainir le secteur qui connaît un nouvel essor. La durée du mandat, donc. Santé à présent, avec cette mobilisation des entreprises dans la lutte contre le paludisme, l'initiative est le programme national de lutte contre le paludisme au Bénin, soutenu par la vice-présidence de la République et le ministère de la Santé. Autour d'une exposition de photos, les entreprises ont fait le geste utile pour accompagner le gouvernement dans son objectif d'atteindre zéro palu au Bénin. Reportage. L'heure est à la mobilisation des partenaires et des parties prenantes dans la lutte contre le paludisme pour une lutte plus efficace. La mobilisation de ce soir autour d'une exposition de photos réunit en première ligne la vice-présidente du Bénin, le ministre de la Santé, le préfet du littoral et le coordonnateur par intérim du programme national de lutte contre le paludisme au Bénin pour porter le plaidoyer de mobiliser des ressources nationales et l'augmentation des ressources externes en faveur de la lutte contre le paludisme à l'endroit des entreprises. C'est le combat pour la vie qui nous unit ce soir, 29 avril 2022, à cette exposition vernissage de plaidoyer pour la mobilisation des ressources, aussi bien internes qu'externes, en vue de l'élimination du paludisme au Bénin. Beaucoup plus que d'autres maladies, dans le monde, un enfant meurt de paludisme toutes les 30 secondes et 4 femmes enceintes meurent chaque jour de paludisme. La Chine, qui célébrait il y a quelques jours le 50e anniversaire de la découverte de l'artémisine, revendique avoir éradiqué le paludisme sur son sol. Cela veut dire tout simplement que l'humanité peut, si elle veut, en finir avec le paludisme. C'est fort de cela que l'urgence de mobiliser davantage des ressources auprès des entreprises pour zéro palu est enclenchée. Toutes ces actions indispensables nécessitent d'énormes ressources que l'État seul ne peut mobiliser. D'où la nécessité des contributions des partenaires publics et privés, internes et externes. Au cours de cette soirée de plaidoyer et de mobilisation des ressources, des entreprises ont fait le geste utile. Cela permettra de renforcer le travail de lutte qui se fait déjà, mais aussi soutenir les actions à venir.
Et puis d'autres interventions en perspective qui doivent venir révolutionner un peu la lutte contre le paludisme au Bénin. Je veux citer le traitement préventif intermittent chez le nourrisson, qui sera à l'échelle nationale, au même titre que le traitement intermittent chez la femme enceinte. Nous avons en perspective également des interventions orientées vers la destruction des gîtes lavaires. Et puis le vaccin antipaludique RTSS qui sera déployé pour très bientôt, en fin 2023 et début 2024 au Bénin. Je crois que c'est un outil capital parce que c'est après près de 2 décennies de recherche qu'on a pu parvenir à avoir cet outil. C'était aussi l'occasion d'encourager à travers des certificats d'engagement plusieurs acteurs qui œuvrent pour un zéro palu dans notre société. Acteurs de premier rang ont pour finir renouveler leur engagement et visiter l'exposition. Après 30 jours de jeûne, la communauté musulmane du Bénin, à l'instar de celle du monde, va célébrer demain lundi la fête de l'Aïd el-Fitr. C'est l'annonce faite par l'Union islamique du Bénin. Cette fête représente la rupture du jeûne du mois de Ramadan et s'inscrit sous le signe de la courtoisie, la paix et le renforcement des liens entre fidèles musulmans. Voici maintenant l'extrait de la déclaration lue par le président de l'Union islamique du Bénin. Il est ici au micro de Ali Moumouni. Chers frères et sœurs dans la foi, ce jour samedi 30 avril 2022, correspondant au 29 Ramadan 1443, est l'avant-dernier jour du mois de Ramadan et demain dimanche 1er mai en sera le 30e et dernier jour. Après confirmation de la non-effectivité de la vision de la Lune et concertation ce jour des membres du Bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin, que j'ai l'insigne honneur de présider, et la consultation de nos responsables départementaux et des personnalités de notre communauté. Il me revient l'honneur d'annoncer à tous les musulmans béninois que l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan, aura lieu le lundi 2 mai 2022, correspondant donc au 1er Shawwal 1443, conformément à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit: et si le nuage vous empêche de le voir, c'est-à-dire le croissant lunaire, portez le nombre de jours jeûnés à 30. Chers frères et sœurs dans la foi, félicitations à toutes et à tous qui avaient œuvré pendant ce mois béni de Ramadan. Je nous invite tous, hommes, femmes et enfants, à sortir massivement de chez nous demain lundi 2 mai 2022 pour répondre à l'appel de rassemblement de l'Aïd. Avant ce rassemblement de l'Aïd et pour que la fête de Ramadan soit davantage belle, le personnel du groupe de presse Fraternité a reçu un appui de la Jamaat islamique Ahmadiyya. L'organisation a gratifié le groupe de presse d'un lot de vivres. Ce don est destiné en priorité aux agents musulmans à quelques heures de la fin du mois de Ramadan, mais aussi à ceux appartenant à d'autres confessions. Le point avec William Klikan. Des sacs de 25 kg de riz et des cartons de pâtes alimentaires sont ainsi réceptionnés par la première responsable de la télévision Canal 3 Bénin. Ce geste de libéralité de la Jamaat islamique Ahmadiyya est fait à l'endroit des professionnels des médias officiant au groupe de presse Fraternité. L'organisation pense à eux en ces derniers jours du mois de Ramadan qui va s'achever par une fête. Les bénéficiaires réjouis par le geste expriment reconnaissance. Du fond du cœur, nous vous disons un grand merci. Au nom de tout l'ensemble du personnel ici présent, nous vous disons un grand merci. Et puis, d'ores et déjà, nous vous souhaitons
une très très belle fête de fin de Ramadan. C'est vrai, nous vous accompagnons toujours dans le travail que vous faites, dans cet exercice de partage. On vous a vu, n'est-ce pas, au centre psychiatrique Diaco, aux côtés des personnes démunies, aux malades des autres centres, à la prison civile de Cotonou également et bien d'autres endroits, puisque j'ai vu sur certaines images, vous étiez dans des orphelinats. On ne peut que vous dire merci et que vraiment Dieu vous accompagne dans ce partage que vous faites avec tout le monde. Par ce don, la Jamaat islamique Ahmadiyya entend témoigner à sa manière la gratitude de la confrérie au groupe de presse dans son rôle quotidien de relais des actions caritatives de l'organisation au Bénin. Nous avons déjà partagé à tout le monde. Mais c'est vous qui envoyez notre message d'amour partout. Donc aujourd'hui, nous sommes là ici pour une grande chaîne de Bénin ici, Canal 3. Bien sûr que c'est le fait pour les musulmans, mais n'ayez jamais oublié qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin à vous, malgré qu'ils ne soient pas musulmans. Mais lorsque nous sommes en train de célébrer la fête, nous ne devons pas oublier nos frères qui ne sont pas musulmans. Les responsables d'Ahmadiyya ont poursuivi leur périple dans la suite de cette journée. Ils sont descendus dans des dizaines de mosquées à Cotonou, toujours pour faire parler le cœur à Ramadan. De son côté, le réseau des journalistes et professionnels des médias musulmans du Bénin a organisé vendredi dernier une séance de rupture de jeûne. C'est un acte qui répond aux recommandations islamiques, à savoir le partage et la solidarité. La séance appelée Ifta en langue arabe a eu lieu à la Maison des médias à Cotonou. Les précisions sont avec Ali Mouni. C'est le dernier vendredi du mois de Ramadan que le réseau des journalistes et professionnels des médias musulmans du Bénin a choisi pour organiser sa séance d'Iftar. Entre confrères musulmans, ils ont rompu le jeûne selon les prescriptions islamiques. Le partage, la solidarité, la convivialité sont les objectifs recherchés. Fructifie. C'est vrai qu'il n'était pas vraiment aisé de nous retrouver en de pareilles circonstances, mais l'islam qui nous réunit, la profession qui nous réunit, nous a permis chacun, en ce qui le concerne, de se libérer pour qu'on se retrouve en ce jour vendredi ici. Que les sacrifices consentis à chacun soient reconnus à sa juste valeur et implorons le Seigneur qu'il bénisse ces différentes intentions-là. C'est une ambiance bon enfant qui règne autour des différents plats de la soirée. Ensuite, ils ont observé ensemble les différentes prières de la nuit. L'occasion pour eux de prier pour l'unité entre confrères musulmans et la solidarité. Nous mettre à l'abri du besoin, qu'Allah nous mette à l'abri du besoin et qu'Allah fasse que nous puissions apporter notre contribution à l'union de cette communauté-là qui est assez fragile. En dehors de la religion, il y a également la profession qui nous réunit. Que Dieu nous éclaire, qu'il fasse de nous des journalistes utiles. Qu'Allah pardonne à nos morts, qu'il pardonne à nos autres vivants. Qu'Allah mette la paix dans notre pays. Que les mouvements de rébellion qu'on entend passer, par les soubresauts qu'on entend dans la sous-région, ne nous arrivent point. Cette séance de rupture de jeûne n'est pas la première activité du réseau des journalistes et professionnels des médias musulmans du Bénin. L'Iftar est l'action priorisée cette année entre l'assistance aux personnes vulnérables organisée il y a quelques années et les séances de prière de l'an dernier. Nous sommes vraiment très contents d'avoir pu réunir autour de nous quelques confrères musulmans parce que nous avons l'islam en partage, nous avons la profession en partage et nous sommes ainsi toute une famille. Et entre les membres d'une famille, il faut qu'il y ait des moments de retrouvailles, des moments de convivialité et c'est ce que nous avons essayé de faire ce soir. Aujourd'hui, la pluie a empêché un certain nombre de confrères de faire le déplacement, mais d'autres ont pu effectuer les déplacements. Nous espérons que la prière faite aujourd'hui sera entendue par Allah subhanahu wa ta'ala et que la paix va régner sur le Bénin. Parallèlement, ils se sont prodigués des conseils, non seulement pour le renforcement des liens dans la communauté, mais aussi et surtout pour la professionnalisation dans leur corporation. Sport pour boucler la première partie de ce grand format, remise de matériel à l'association Omnisport Racine de Boycon, un creuset de jeunes sportifs qui pratiquent le take-ball. C'est un don de la Fédération béninoise de la discipline. C'était en présence du maire de Boycon et du préfet du Zou, Imet Hélène Amonson.
Le sport se pratique depuis peu au Bénin. Il se joue autour d'une table incurvée. Lors d'un match, le joueur ne peut toucher la balle que 3 fois. Il n'est aussi autorisé à toucher le ballon avec la même partie de son corps que 2 fois de suite. Son nom, le tech ball. Merci d'avoir choisi la commune de Boycon. Moi-même, je ne connaissais pas le sport. Je viens de maîtriser l'essentiel à partir de la démonstration qui en a été faite. Et je souhaiterais vivement que ce sport se développe à Boycon, comme les autres sports d'ailleurs. Le sport contribue à une bonne santé. Et quand vous avez une bonne santé, vous abordez les choses de façon exemplaire. Et les résultats arrivent. Et c'est pour ça que j'encourage cette jeunesse à pratiquer le tech ball. Au Bénin, il est porté par la FEBETEC, Fédération béninoise de tech ball, qui s'est donné comme mission de promouvoir la discipline sur toute l'étendue du territoire national. À Boycon, le bureau exécutif est allé remettre à l'association Omnisport Racine des matériels de pratique. Membre fondateur de la FEBETEC, cette association a dorénavant l'obligation de faire connaître et de faire jouer dans la ville Carrefour et dans toutes les communes du département du Zou le tech ball. Ce n'est pas la première remise de matériel qui est effectuée, mais aujourd'hui, c'est le tour de Boycon. On l'avait déjà programmé, déprogrammé, mais aujourd'hui, je crois, c'est le jour J. Pour Racine de recevoir les 2 tables et après, nous allons envoyer des ballons. Aujourd'hui, un nouveau jour se lève pour cette toute nouvelle et belle discipline qu'est le tech ball. Nous lui promettons que le matériel sera gardé en des lieux sûrs, sera bien entretenu, et qu'aux prochaines fois, quand il serait à Boycon, il ne serait pas déçu avec son équipe. Vous savez, tel que j'ai vu ce jeu pratiqué tout à l'heure, ça augure de ce que si vous êtes un bon praticien, vous devez être un bon footballeur, naturellement. Donc, ça va beaucoup occuper la jeunesse. Ça va faire que d'ici quelques années, nous aurons de bons footballeurs chez nous. Donc, c'est ce qui nous réjouit. Et je voudrais remercier sincèrement le président de la fédération et vous dire qu'il a tout notre soutien pour que ce jeu soit développé dans toutes nos communes, dans chacune de nos communes. L'étape de remise des tables à Boycon fait suite à celle de Tangueta et Cotonou. La FEBETEC sera dans les prochains jours à Calavi. Il est aussi prévu dans quelques mois l'organisation du premier championnat national du tech ball dans l'une des villes du pays. Les diligences sont en train d'être faites pour la tenue effective et la réussite de l'événement auquel sont appelés à s'associer toutes les personnes de bonne volonté. Le soutien ainsi que l'accompagnement des autorités du monde sportif est également attendu. Merci à vous, Imet, Hélène Amonso, pour ce reportage qui vient mettre donc un terme au point de l'actualité. Ce n'est que la première partie de ce grand format. Dans la suite, la page invitée. Le premier à passer par ici, c'est le directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, la CONEB, qui était également présente aux côtés des centrales et confédérations syndicales à la séance de négociation avec le chef de l'État au sujet de l'augmentation des salaires des travailleurs. Quel sort donc pour ceux du secteur privé? Si vous voulez le savoir, restez sur place, il nous le dira juste après la pub. Candidats aux divers examens, ceci vous concerne. Le complexe Clé de la Réussite organise à votre intention des séances intensives de travaux dirigés, appuyés par des rappels de cours pour mieux vous préparer au bac A, B, D, G1, G2 et G3, au BEPC et au CAP AC et EB, avec le maximum de chances de réussite. Pour tout renseignement sur les travaux dirigés TD, contactez-nous sur nos différents sites à Voudjé, à Ménontin, à Zogouroué et à Calavi. Téléphone 97 88 42 16. N'oubliez pas, choisissez les TD spéciaux de la Clé de la Réussite pour un fort taux de réussite aux examens. Du 20 février au 22 mai 2022, la présidence vous ouvre ses portes pour une immersion publique et gratuite dans plus de 3 siècles d'histoire de l'art du Bénin. Venez découvrir les trésors royaux restitués par la France, tout en vous plongeant dans la création contemporaine des artistes du Bénin et de sa diaspora. L'art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui se révèle à vous tous les jeudis au vendredi de 15h à 18h30 et samedi-dimanche de 10h à 18h30. Renseignements www.expoartbenin.bj et réseaux sociaux.
Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. C'était plutôt une séance ouverte entre le chef de l'État, les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales et les représentants du patronat du Bénin au cœur donc des discussions avec Patrice Talon. La question relative à la revalorisation des salaires des travailleurs à l'arrivée des acquis et des questions non tranchées. Mais qu'en est-il réellement des travailleurs du secteur privé? À quoi doivent-ils désormais s'attendre? Élément de réponse avec notre invité. Il s'agit du directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, Monsieur Magui Dézine. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur le plateau du Grand Format. Oui, c'est moi. Alors, vous étiez à la séance de négociation avec le chef de l'État au palais de la Marina mardi dernier. Alors, dites-nous, quels étaient les différents points inscrits à l'ordre du jour? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme c'est aujourd'hui la fête du travail, permettez-moi de souhaiter bonne fête à tous les travailleurs du Bénin et qui œuvrent inlassablement au développement économique et social du Bénin. Donc, avec le chef de l'État, comme vous avez lu dans la presse, le sujet principal, il s'agit de la revalorisation des salaires en général, et notamment le salaire minimum interprofessionnel garanti, ce que nous appelons le SMIC. En dehors de cela, il s'est également agi de réfléchir sur comment encourager l'amélioration des services publics de l'État. La question de l'assurance maladie également a été évoquée pour les travailleurs en général, mais également si on augmente le SMIC, qu'est-ce qu'il faut faire pour le reste des salariés. Donc, globalement, voilà un peu de quoi il s'est agi lors de la séance spéciale que les partenaires sociaux ont eu avec le gouvernement présidé par le chef de l'État. Alors, sur la question de l'augmentation du SMIC qui va passer désormais de 40 à 50 à 2000, quelles sont les différentes propositions mises sur table qui ont abouti à cette hausse de 12 000 francs CFA? Oui, vous savez, il y a eu beaucoup de propositions. Et en général, puisqu'il s'agit des entreprises qui doivent débourser plus que d'habitude, il fallait beaucoup réfléchir avant de statuer sur quelque chose. Nous avons vu des propositions allant de 20%, voire même 60% d'augmentation, ce qui fait qu'on allait passer de 40 000 à 60 quelques mille, ce qui, pour les organisations d'employeurs, pour le patronat, ce n'est pas tenable. Donc, au bout de plusieurs échanges, bien sûr, avec le sens de responsabilité, parce qu'il ne faut pas s'engager sur des choses qu'on ne pourra pas respecter par la suite. Donc, finalement, le consensus a été obtenu sur les 30% d'augmentation, faisant passer le SMIC de 40 000 à 52 000 francs CFA. Très bien. Justement, sur la question, la CSTB a proposé 64 000 francs CFA, mais le patronat et le gouvernement ont rejeté cette proposition. Oui, vous savez, chacun dans son rôle. Oui. Donc, pour la CSTB, ils sont dans leur rôle, défendre au maximum les travailleurs, réclamer le maximum. Mais celui qui paye, est-ce qu'il est capable de payer? Le défi, c'est comment on améliore la situation des travailleurs, mais également, il faut préserver l'outil de production, il faut préserver les entreprises. Si nous passons nous acceptons cette augmentation de 60%, vous imaginez son impact sur la masse salariale pour les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises notamment. Et donc, si à côté de cela, la conjoncture économique persiste, est-ce que les entreprises pourront honorer cet engagement? Donc, c'est pourquoi, de manière responsable,
toutes les propositions ont été analysées et un juste milieu a été trouvé, et ce qui équivaut aux 30% que vous avez. Voilà. Alors, sur la question de l'augmentation des salaires, le principe de la revalorisation du point indiciaire a été retenu, mais son entrée en vigueur reste à définir. Les raisons qui ont été évoquées, à votre avis, est-ce que ces raisons sont bien fondées? Oui, tout à fait. Nous sommes dans une période très sensible. Pas seulement au Bénin, mais au niveau international. La conjoncture, la crise que vous connaissez, la guerre en Ukraine et en Russie, nous venons de sortir d'une période de pandémie, 2 ans, où l'économie était presque au ralenti. Et donc, si les partenaires sociaux se mettent autour de la table et prennent des engagements aujourd'hui, il faut que les perspectives économiques permettent de pouvoir tenir ces engagements. Et je pense que de manière responsable, il a, en tout cas, les comités qui sont mis en place pour faire le travail vont poursuivre le travail. Le gouvernement fait les simulations requises afin qu'une bonne échéance soit donnée. Évidemment, nous comprenons les attentes de tous les travailleurs qui espèrent tout de suite que cela rejaillisse sur leur fiche de paye, mais il faudra patienter un tout petit peu. Donc, j'ai dit un tout petit peu. Et donc, je ne suis pas mieux placé pour dire quand, mais c'est déjà un bon signal que les gens sachent que d'ici là, ils vont avoir une augmentation, y compris les retraités. Vous voyez, donc c'est déjà une très bonne nouvelle. Et ce n'est qu'une question de semaine. Et je pense que c'est de manière responsable qu'il faut patienter un peu pour avoir des perspectives solides qui permettent de pouvoir tenir ces engagements. Alors, le contexte actuel, la cherté de la vie, a-t-elle été prise en considération dans les négociations que vous avez eues avec le chef de l'État? Oui, justement, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement au Bénin. Et donc, j'imagine que c'est la raison pour laquelle le patron même a voulu présider cette séance. Et donc, dans tous les pays, nous avons une flambée des prix, notamment des biens de consommation de masse, y compris des produits, il y a l'énergie, la logistique, dans tous les domaines. Le prix du maïs, du gari, de l'huile, ainsi de suite, des pâtes alimentaires. Vous imaginez, du jour au lendemain, des prix passés du simple au double, voire multipliés par 3, 4. Est-ce que dans nos pays, qui dépendent massivement des importations, nos populations peuvent tenir? Donc, le gouvernement, me semble-t-il, a déjà fait un certain nombre d'efforts. Il fallait rapidement statuer sur quelque chose pour commencer à réfléchir à comment sortir de cela. Donc, je pense que nous aurons le temps de revenir sur les propositions que nous avons faites pour pouvoir... Voilà. D'accord. L'augmentation du salaire minimum est accompagnée de l'obligation faite aux employeurs de souscrire à l'assurance maladie pour le salarié à compter du 1er janvier 2023. Est-ce que la CONEB est en harmonie avec cette exigence? Vous savez, la santé des travailleurs, c'est une très bonne chose pour les performances des entreprises. Lorsque le personnel n'est pas en bonne santé, cela a un impact négatif sur la productivité. Et donc, nous sommes conscients de son importance. Et donc, nous avons accompagné la dynamique. D'ailleurs, une loi existe depuis 2021, la loi 2020-37 de février 2021, qui, dans son article 18, rend obligatoire la souscription d'une assurance maladie pour le personnel, aussi bien des entreprises privées que publiques. Donc, nous, naturellement, nous avons accompagné cette réforme-là et c'est très important. Malgré quel que soit l'impact financier. Tout à fait. Nous avons demandé un accompagnement, mais vous savez, ce n'est pas encore, le montant définitif n'est pas encore retenu. Voilà, un travail sera fait pour que le panier minimum de soins de base qui sera retenu. Nous avions souhaité qu'on puisse partager les coûts, mais on nous a dit non, il faut un minimum. Bon, on s'est entendu sur le principe, donc on verra les détails dans les mois à venir. Mais c'est déjà une très bonne nouvelle pour l'ensemble de nos compatriotes. D'accord. Et sur la question de la hiérarchisation des salaires, que peut-on comprendre, que peut-on retenir concrètement? Ce qui a été retenu, c'est que quand vous voyez les pays de la sous-région, lorsque, par exemple, c'est rare, en tout cas, qu'on entende parler de hiérarchisation de manière systématique, automatique. Voilà. Que lorsqu'on bouge un peu le SMIC, que
les autres catégories également bougent peut-être de la même ampleur. Et donc, le principe a été retenu d'abandonner cela. Et donc, néanmoins, il a été retenu qu'il y aura la revalorisation va toucher le point d'indice et également, par palier, il y aura une amélioration. Tous ces éléments, tout dépend de la cagnotte, donc le gouvernement n'a pas donné de chiffres. Et donc, il a été promis que dans les prochaines semaines, la commission ad hoc mise sur pied pour faire ce travail-là va pouvoir donner des détails sur cette revalorisation différenciée par palier. D'accord. Il a été également proposé la hiérarchisation des salaires dans le privé sur la base du nouveau SMIC, mais le patronat et le gouvernement se sont opposés. Et pourquoi? Oui, vous savez, la problématique n'est pas la même quand on passe du secteur public au privé. La dynamique dans le secteur privé, l'offre et la demande de travail s'ajustent sans qu'il y ait d'intervention des pouvoirs publics. Et donc, je pense que c'est plus juste de laisser les entreprises, en fonction de leur politique salariale, de définir la manière de motiver leur personnel, de recruter, de toutes sortes d'avantages qui puissent leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Et donc, le minimum, on s'entend sur le minimum, sachant que cette situation, c'est dans les petites et moyennes entreprises. Enfin, surtout les TPE qu'on rencontre là et dans un certain nombre de secteurs d'activité. Donc, ce n'est pas au regard de l'option de politique économique choisie par notre pays, il n'appartient pas à l'État d'aller jusqu'à cette injonction au niveau des entreprises. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne option. Alors, sans la hiérarchisation des salaires, le secteur privé peut-il jouir de cette augmentation de SMIC? Oui, à court terme, cela va avoir un effet sur, comme je l'ai dit, surtout pour les petites entreprises, sachant que nous n'avons pas vu de mesures d'accompagnement tout de suite, immédiates, qui permettent d'atténuer un peu l'effet que cela aura sur la masse et les charges d'exploitation en général des entreprises. Mais si c'est pour améliorer le pouvoir d'achat, c'est une bonne chose pour la consommation. Et donc, si le pouvoir d'achat s'améliore, la consommation, cela va relancer la demande et donc l'offre des entreprises pourra capter cela. Et donc, c'est pour dire que c'est également des points positifs que les entreprises peuvent tirer de cette situation, puisque si le pouvoir d'achat des ménages s'érode de jour en jour, vous avez beau produire, vous n'allez pas pouvoir vendre. Donc, ce coup de pouce donné aux revenus va également rejaillir sur les entreprises. Il y a des entreprises qui ne respectent pas donc, la valeur du SMIC, qui paient donc, leurs employés à moins de 40 000 francs. Est-ce que le patronat a son regard sur la situation? Oui, c'est déplorable, mais vous savez, tout dépend des moyens dont disposent les services de l'inspection du travail en termes de moyens humains et matériels pour pouvoir faire le contrôle. Mais le patronat s'est engagé dans une démarche de responsabilité sociétale d'entreprise. Il y a une charte qui est là. La sensibilisation se poursuit donc pour que nos entreprises aient des pratiques vertueuses conformes à la loi. Il s'agit bien sûr de nos compatriotes donc, qui ont besoin de vivre de manière digne. Et donc, ce n'est pas possible que ces genres de pratiques continuent, mais c'est une question de pédagogie. Nous sommes dans cette démarche pour sensibiliser davantage afin que nous ne rencontrons plus ce genre de choses. Alors, tout en préservant l'intérêt de l'entreprise, est-ce que le patronat n'a pas servi de couverture au gouvernement qui a rejeté un certain nombre de propositions pourtant utiles pour le travailleur? Vous savez, chacun est dans son rôle. Ce n'est pas facile le rôle du gouvernement. Qui crée les emplois? C'est les entreprises. Vous voulez que le gouvernement se mette à dos les entreprises? Ce n'est pas responsable. Lorsqu'il y a chômage, les jeunes crient. Est-ce que les jeunes vont taper la porte des centrales syndicales pour demander du travail? Ils vont taper sur le gouvernement. Ils vont demander au gouvernement des comptes. Donc, nous sommes dans un processus multi-acteurs de dialogue
pour préserver l'essentiel, les emplois, préserver les entreprises qui créent la richesse. Donc, il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres. Donc, nous sommes des partenaires. Et sur qui le gouvernement peut compter pour créer les emplois? C'est les entreprises. Le gouvernement n'a pas intérêt à ce que les entreprises disparaissent. Et donc, c'est une démarche responsable pour que le gouvernement discute avec ses partenaires afin que nous puissions trouver des solutions pour que l'emploi soit sauvé, les emplois soient sauvés dans notre pays, qu'il y ait plus de création de richesses et d'emplois. Mieux, nous sommes dans une démarche, nos pays sont dans une démarche d'attirer les investissements directs étrangers. Et donc, il ne faut pas donner de mauvais signaux aux investisseurs étrangers dont nous avons besoin pour créer plus d'entreprises dans nos pays et donner de l'emploi à nos jeunes qui sortent massivement depuis des années des universités et qui sont dans une certaine précarité. Donc, c'est une démarche responsable et il ne faut pas chercher à opposer les entreprises au gouvernement, c'est-à-dire le patronat au gouvernement, encore moins aux centrales syndicales. Nous sommes des partenaires et nous sommes dans une démarche de dialogue social pour trouver des solutions durables afin que notre économie continue de prospérer et créer plus d'emplois et attire plus les autres de venir dans notre pays pour investir et créer des emplois. Alors, quelles sont les propositions que le patronat a faites au chef de l'État? Oui, nous avons, à court terme, nous avons souhaité que les différentes contraintes qui pèsent sur les entreprises, notamment au niveau de la fiscalité, qu'il y ait un certain allègement. Vous savez, le problème qui se pose dans un contexte comme celui-ci, nous avons un problème de production, on a un problème d'offre. Et donc, l'État, dans son rôle d'animateur, de facilitateur de l'économie, de l'environnement des affaires, est appelé à prendre des mesures d'encouragement de l'investissement en général. Pour les entreprises nationales, nous avons des facilités fiscales que nous pouvons demander. Nous pouvons bénéficier de baisses au niveau des charges à un patronat. Nous avons besoin des subventions. Nous avons besoin que l'État donne les mêmes facilités, par exemple, qui ont été données aux entreprises étrangères dans, par exemple, la zone économique spéciale, qu'on en fasse autant pour les petites et moyennes entreprises béninoises. Et donc, comme ça, lorsque la situation s'améliore, et bien sûr, l'État va également avoir des retombées en termes de rentrée fiscale, n'est-ce pas? Donc, c'est du donnant-donnant. Donc, voilà la démarche que nous suggérons. Et surtout, aujourd'hui, par ces temps qui courent, il faut que l'État mette suffisamment de moyens dans l'appui à l'entrepreneuriat, et en particulier l'entrepreneuriat des jeunes. Que l'État mette des moyens dans la mise à niveau de nos entreprises. Et donc, les programmes existants, il faut les amplifier. Je prends l'exemple de la mécanisation agricole, où des subventions massives sont données à la Société nationale de mécanisation agricole. Il faut accroître cela. Les subventions pour les intrants. Lorsque nous sommes dans un pays comme le Bénin, où on dit que le prix du gari grimpe, le prix du maïs, ainsi de suite, alors que nous avons un potentiel important pour produire, cela veut dire que l'État, en tant que, dans son rôle régalien, doit donner un coup de pouce davantage afin de lever un certain nombre de contraintes et de créer les conditions d'investissement, mais également de faire en sorte que nos entreprises puissent respirer davantage et pouvoir créer plus d'emplois. Merci beaucoup à vous, Monsieur Madji Désien, directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Merci de votre passage sur le plateau du grand format. Bon dimanche et bonne fête à vous. Merci, pareil à vous. Mesdames et messieurs, on reste sur la page invité, mais on change de sujet avec un autre invité. Il s'agit du professeur Vigile Aïe, élu président de l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur. Avec lui, on va parler de son mandat et les défis du bureau qu'il préside pour le rayonnement des universités privées du Bénin. Notre entretien, c'est juste après cette coup de pause. L'Afrique, c'est le continent des grandeurs. Ces terres font naître de nombreux enfants, de nombreux projets. Elle accompagne chacun d'eux durant toute leur vie. Elle les assiste pour leur sérénité dans les soins et dans leurs finances. Elle prépare leur avenir et aussi leurs vieux jours. Et même après leur décès, elle est toujours là
pour assurer leur arrière. Cette Afrique, c'est l'Africaine Vie, le sens de l'engagement. Avec la nouvelle application Canal+, retrouvez plus de 25 000 programmes en replay, profitez de 200 chaînes en direct et contrôlez votre consommation de data. Téléchargez-la dès maintenant, c'est inclus dans votre abonnement. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Pour votre plaisir et celui de vos enfants, la découverte des trésors royaux et de l'art contemporain du Bénin se poursuit avec l'atelier de pratique artistique. Public et gratuit pour vos enfants de 4 à 12 ans, c'est tous les samedis et dimanches à l'espace animation de l'Expo Art du Bénin de 10h à midi et de 14h à 16h à intervalle d'1 heure par atelier. Inscription à l'accueil ou au www.expoartbénin.bj/atelier-pédagogique. Renseignements au 00229 56 98 10 82. Bonne nouvelle, la semaine généreuse évolue. Maintenant, la nouvelle semaine généreuse, c'est instantané, comme le café. N'attendez pas que les images ne coupent pour recharger. Désormais, dès que vous vous réabonnez avant la fin de votre abonnement, vous profitez de 7 jours offerts à la formule supérieure. Et ça, immédiatement. Par exemple, si vous vous réabonnez à la formule évasion, vous aurez directement accès à 7 jours offerts à la formule évasion plus. Et si vous choisissez la formule évasion plus, on vous offre 7 jours à tout Canal+. Génial, non? Une question? Un conseil? Le service client Canal+ est toujours à vos côtés. Nous sommes de retour sur le plateau du grand format pour la suite de cette édition que nous avons démarré depuis 13h. N'oubliez surtout pas notre dernier rendez-vous juste après, le point donc de l'actualité ou le décryptage de l'actualité nationale avec notre artiste de la semaine, Vano Baby. Mais en attendant, le deuxième invité est déjà installé. Professeur Vigilaï, bonjour. Bonjour, cher Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous Alors, remercie. vous avez été élu il y a quelques semaines, précisément le 18 mars dernier, à la tête de l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur. Qu'est-ce qui a milité en faveur du choix qui a été porté sur votre personne? Bonjour et merci à vous. Je voudrais profiter de votre tribune ici pour dire bonne fête à tous les travailleurs, à vous aussi et à toute votre équipe. Merci beaucoup. Et je nous souhaite de travailler davantage. Alors, pour répondre à votre question, il serait bien de reparler de ce que c'est que l'UNEPES. L'UNEPES, c'est l'Union nationale des établissements privés de l'enseignement supérieur, qui n'est pas un syndicat, à la différence de ce que certains commettent l'erreur de dire. C'est une union qui est en charge de promouvoir et d'améliorer l'image et les pratiques dans nos usages d'établissements, d'éducateurs et d'enseignants, de formateurs et d'accompagnants de
la politique de l'enseignement supérieur chez nous, donc la formation de la jeunesse et donc de l'avenir. Et nous avons donc décidé en 2020, notamment en février, d'aller à une assemblée générale qui a permis de dissoudre toutes les anciennes fêtières, parce que nous avions le forum des grandes écoles et universités qui était la plus grande, et on avait le patronat de l'enseignement privé, de l'enseignement privé supérieur, et nous avions l'association des universités privées du Bénin. Et au regard de tout ça et à la faveur donc de la réorganisation et des réformes, sachant que l'autorité qui gère les destinées de ce pays, donc le président de la République, avait été clair et a lancé des indicateurs, des signaux allant dans le sens de sa disponibilité à accompagner tous les secteurs, et surtout ce qui concerne l'éducation et l'enseignement supérieur, donc n'y manquera pas. Nous avons décidé de répondre rapidement à un certain nombre d'exigences. Il fallait avoir des interlocuteurs crédibles et uniques. Il ne fallait plus qu'il y ait disparité et multitude d'interlocuteurs avec des préoccupations diverses, désordonnées, des manœuvres, des communications et des prétentions non rationnelles. Nous avons donc décidé de nous mettre ensemble. On a dissous toutes les anciennes fêtières et nous nous sommes regroupés avec tous les établissements de l'enseignement supérieur, écoles, instituts et universités privées. Il faut préciser que tout le monde, justement, a adhéré à l'initiative, mais à la pratique, il y a eu donc des résistances, il y a eu des hésitations, mais je peux vous dire que l'Union nationale des établissements privés de l'enseignement supérieur, aujourd'hui, c'est quasiment 98% des établissements qui regroupent en leur sein 98% des effectifs d'étudiants, d'apprenants dans l'enseignement supérieur privé. Et c'est également pratiquement la quasi-totalité des établissements agréés, parce que vous savez que dans le processus de l'enseignement supérieur privé, dans l'organisation des attributions et des reconnaissances des établissements privés, il y a plusieurs étapes qui aboutissent à l'agrément puis à l'homologation. Donc la plupart des établissements agréés au Bénin sont presque toutes appartenant, enfin impliqués dans l'Union nationale des établissements privés de l'enseignement supérieur. Et donc, qu'est-ce qui a concouru à notre élection? Ce n'est pas mon élection, mais du groupe, parce que ça a été presque, c'était pas formellement une élection de liste, mais ça a été élection d'un courant. Et le courant était unanime à ce qu'un certain nombre d'entre nous puissions porter leur voix et leurs valeurs. Et donc, c'est ce qui a fait que ma modeste personne a été désignée pour présider aux destinées du bureau pendant 2 ans. D'accord. Alors, vous êtes à la tête d'une équipe de 9 membres. Alors, quelle vision portez-vous pour le sous-secteur de l'enseignement supérieur? Alors, pour le sous-secteur de l'enseignement supérieur, ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de nous organiser pour redorer l'image de l'enseignement supérieur en général et plus spécifiquement l'enseignement supérieur privé. Et démontrer que nous ne sommes pas des rames à traîner et que nous sommes des locomotives. Vous savez, dans tous les pays aujourd'hui au monde qui comptent, c'est le secteur privé qui tire sous le regard bienveillant de l'administration qui gère la réglementation et qui organise. Et malheureusement, il m'arrive de voir et de sourire. Les gens, pour amuser la galerie, font passer par exemple le système allemand où ils disent c'est un crime que de confier l'enseignement supérieur privé, l'enseignement supérieur au secteur privé, mais ils se gourrent complètement. L'Allemagne est une république fédérale où, c'est vrai, l'enseignement est au top, mais dans un contexte donné, un système dual complètement axé et tourné vers les entreprises. Et la plupart des grandes entreprises là-bas sont du secteur privé. Et donc, notre credo est de faire de l'éthique, de l'excellence et de faire en sorte que
les souhaits et les orientations du gouvernement à travers le programme d'action du gouvernement soient atteints, mais pas soient atteints en suivant aveuglément, apporter tout notre savoir-faire, parce que les gens pensent que nous sommes des commerçants. Je vais vous dire une chose, peut-être que vous le savez, beaucoup de gens ne le savent pas. Le secteur de l'enseignement supérieur privé en Afrique francophone est largement porté par les investisseurs, les initiateurs béninois. Donc que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, au Congo, les deux Congos, au Gabon, vous avez au Burkina Faso, au Niger, les meilleures entreprises, enfin les meilleurs établissements du secteur de l'enseignement supérieur privé, c'est les Béninois. Et donc, c'est vrai, on n'est jamais prophète chez soi. Et bien, ces établissements sont aussi représentés au Bénin. Et donc, c'est de faire en sorte que, aux côtés de nos homologues du supérieur public, encore que la plupart d'entre eux sont aujourd'hui acquis et engagés dans nos structures, à nos côtés, dans la dynamique, et nous essayons de travailler ensemble. Donc, c'est de faire en sorte d'amener le maximum d'idées et d'arguments pour permettre au programme d'action du gouvernement de se réaliser et d'être le ressort qui permette à la jeunesse de voir un avenir moins sombre. Donc c'est ça qui sera notre angle de voilà, les chantiers que vous avez. Alors, l'un des fléaux que combat le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est l'ouverture de certains EPS sans autorisation et l'enseignement des filières non validées par le ministère. Est-ce que sur la question, vous vous sentez déjà interpellé? Alors, ce n'est pas nous qui nous sentons interpellés, c'est nous qui interpellons le ministère. Et aujourd'hui, nous nous interpellons puisque aujourd'hui le ministère et les établissements privés de l'enseignement supérieur sont quasiment presque confondus. Nous avons des forats, des possibilités, des créneaux d'échange et de concertation. Et ça ne fonctionne pas encore complètement bien, mais nous sommes sur la bonne voie et nous osons croire que tout va s'accélérer parce qu'une chose est claire, l'échec de l'organisation de l'enseignement supérieur incombera aussi bien aux responsables du ministère qu'aux différents responsables des établissements privés de l'enseignement supérieur. Et ce sera un crime. Et si c'est un crime, vous suivez mon regard, là où ça devrait nous amener, et il n'y aura personne qui manquerait à l'appel. Et donc, on a intérêt à collaborer, on a intérêt à faire les choses vite et bien, parce qu'on a un chef d'État qui va vite et très rapidement. C'est vrai qu'il n'y a que seuls ceux qui ne font rien, qui ne foutent rien, qui peuvent se targuer de ne pas faire d'erreur. Mais une fois qu'on nous a donné l'occasion royale au secteur privé d'apporter sa contribution, il ne faut pas que nous loupions le rendez-vous de l'histoire, et surtout que le chef de l'État vient du secteur privé. Donc nous n'avons pas intérêt à lui faire honte et à faire honte au secteur privé. Et nous devons rester républicains, donc attachés aux thèses de la République. Mais par rapport à cela, il faudra que nous mettions de la célérité. Nous sommes aujourd'hui gérés par des tests vétustes. Vous imaginez que nous avons des tests de 2008 qui continuent à nous clouer. Et au même moment, nous avons des défis rapides, des défis sur les questions de pandémie, des défis sur la fracture numérique, des défis sur les enjeux environnementaux, l'écologie. Et donc, la transition écologique nous concerne. Ce n'est pas simplement les iPhone 13 que nos dirigeants et nous-mêmes, nos jeunes frères, nos enfants vont trimballer. Il faut que nous soyons en synchronisation avec l'évolution. Et par rapport à cela, il faut qu'il y ait une dynamique de réajustement des programmes, des orientations. Vous imaginez qu'avec la Covid, on nous a demandé de faire des plans accélérés de mise en route des cours en ligne, le digital. Aujourd'hui, ça devient irréversible. Mais en réalité, les tests de la République qui régissent la formation interdisent et mettent tout ça sous des régimes spéciaux
dont on n'a pas réellement parlé. Et donc, les situations nous ont obligés à améliorer, à aller très rapidement. Et là, je salue également le Conseil des ministres et la direction de nos autorités publiques de réglementation, donc la DGS, le ministère, qui ont veillé tout le temps à nous dire, écoutez, allez-y, 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 mais rendez-nous compte, mais malheureusement, on n'a pas eu le soutien financier qu'il fallait. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que les épaisses sont au top, à 80%, dans la capacité de fournir de l'enseignement supérieur digital en ligne et surtout de connecter nos enfants depuis ici aux grandes universités Cambridge, Oxford et Tel Aviv. Alors, depuis quelques années, le gouvernement a institué l'organisation des examens nationaux de licence et de master. La période de transition est passée. Nous sommes dans une autre phase non encore délimitée. Alors, quelle est votre position par rapport à ce sujet? Alors, notre position, vous la connaissiez. Au départ, nous étions tous contre parce qu'il y avait un irréalisme. Il y avait une indication. Le Bénin était porteur et adhérait aux conventions internationales de Bologne qui instituaient le LMD. Et donc, par rapport au LMD, ce n'était pas possible de le faire en réalité. Surtout qu'il y a eu un décret de 2010-272, où il était question de mettre en pratique, et des responsables des universités publiques, des ministères des services publics ont bénéficié de facilités pour aller faire des colloques, des symposiums, des journées de réflexion. Et donc, il n'était pas question de revenir en arrière. Mais le gouvernement était dans ses droits parce qu'à un moment donné, il y avait suffisamment de dérives. Les dérives aussi bien au niveau du public qu'au niveau du privé. Au niveau du privé, c'était ostentatoire et il a fallu donc demander à ce qu'on s'arrête un moment pour voir. Une fois qu'on a eu la certitude que le gouvernement était de bonne foi et que c'était limité dans le temps, et que la Cour constitutionnelle avait autorisé, avait répondu favorablement que ce n'était pas anticonstitutionnel parce que c'était limité dans le temps. Nous sommes quasiment tous alignés, en tout cas en majorité, nous sommes alignés. Nous avons fait avec succès les 3 premières éditions. Et dans ces 3 premières éditions, des établissements ont eu 100%. C'est regrettable, nous n'avons pas eu devant l'opinion publique les parents qui engagent leur confiance et leurs moyens, leur énergie et leur sueur. Nous n'avons pas eu une reconnaissance publique. On aurait pu dire, écoutez, il y a les établissements qui ont eu 100%, 80% dans l'ensemble, voilà, et voilà la mesure corrective. On a reconduit presque automatiquement, machinalement, le deuxième. Nous n'allons pas contester parce que ça nous permet également de faire du mieux que nous pouvons parce que l'organisation des examens nationaux a été également un défi et nous n'avons pas arrêté de féliciter la Direction générale de l'enseignement supérieur et surtout la Direction des examens et concours qui ont fait des miracles. Moi, j'ai toujours appelé ça des miracles, mais ça ne pourra pas prospérer et continuer. Surtout pour les établissements qui font de l'innovation, les enfants vont se contenter d'aller dans la théorie. Et vous voyez la réalité aujourd'hui, depuis qu'on a parlé du pain qui monte. C'est vrai qu'il y a eu des travaux, des recherches qui avaient permis d'implémenter du manioc et d'autres céréales. Mais sur le terrain, est-ce que vous les voyez? Les boîtes de tomates et toute l'arnaque que nos pays subissent à travers les clubs de Paris et de Londres qui machinalement deviennent des zones de logistique d'approvisionnement en font des plus-values, nous les renvoient. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine nous montre que nous étions des dindons de la farce parce que ce n'étaient pas ceux qui nous vendaient les choses, qui en étaient les vrais producteurs. Et donc, l'intermédiaire de l'intermédiaire devenu intermédiaire permettait d'avoir ce que nous avons aujourd'hui comme inflation. Et l'inflation, il ne faut pas se leurrer, l'inflation dans tous les pays d'Afrique est très proche de 10%. Je ne suis pas économiste, mais il faut se le dire et préparer donc les chercheurs à réagir très véritablement et très activement. Donc pour répondre concrètement, il serait bien que les examens nationaux continuent, mais soient des examens classants et permettent donc aux établissements de se comparer entre eux, mais de se comparer, c'est un examen parce qu'on est dans un enseignement supérieur global. Et qu'on puisse donc avoir des indicateurs pour classer le privé et le public et que nous puissions y avancer. Et pour finir, je dirais qu'au niveau des épaisses, il est question de faire en sorte que nous ne traînions pas des casseroles pour entraver la dynamique nationale, parce que je vous l'avais déjà dit, ce serait criminel et ce serait la porte ouverte donc
à notre décrédibilisation qui n'a pas fait du bien. Aujourd'hui, la plupart des établissements privés de l'enseignement supérieur sont au niveau du 250e sous-sol en ce qui concerne leur santé financière. Il faut se dire la vérité. Et tout le monde est quasiment à genoux à terre, à l'instar d'ailleurs des entreprises privées. Et la Covid est venue nous ensevelir presque, dans la mesure où il fallait prendre des dispositions sanitaires. Et c'était des investissements lourds au niveau des centres de santé, des laboratoires et des établissements privés d'enseignement supérieur qui gèrent des effectifs, donc des établissements recevant du public. Très bien. Merci beaucoup à vous, professeur Vigile Aïe, président de l'Association nationale des établissements privés d'enseignement supérieur. Bon dimanche, à vous prochain. Merci à vous. Bon dimanche aussi à tout le monde et par anticipation, bonne fête à toute la communauté nationale et particulièrement à nos frères du culte musulman. D'accord, merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, c'est le moment du décryptage de l'actualité nationale. Avec la complicité de mon réalisateur William Zanou, on va installer l'invité média. Il s'agit de Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Voilà, mesdames et messieurs, la revue de presse hebdomadaire n'est pas au rendez-vous ce dimanche. On va retrouver Nassis Alossé le dimanche prochain. Mais en attendant, pour le compte de ce dimanche, celui qui assure l'exercice de décryptage de l'actualité nationale, c'est bien Gabin Goubi. Bonjour. Bonjour Idriss Ouboukaï. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Merci d'être là. Un plaisir. Alors, premier sujet avec vous, j'en parlais déjà avec mon premier invité. Le chef de l'État a échangé mardi dernier avec les responsables centrales et confédérations syndicales et le patronat au sujet de l'augmentation des salaires. D'abord, dans le fond ou dans la forme, comment appréciez-vous la démarche ? Une bonne démarche, une démarche qui est salutaire et qui a été d'ailleurs appréciée par les organisations, les représentants des organisations syndicales ainsi que les membres du patronat, parce que cette démarche a eu le mérite de montrer que le chef de l'État est resté fidèle à sa vision qui est de revaloriser les salaires des fonctionnaires, même si la promesse a été faite depuis décembre 2021. Beaucoup de travailleurs s'attendaient légitimement à ce que dès janvier 2022 déjà, on commence à sentir les effets de la revalorisation qui était annoncée. Donc avec le temps, beaucoup ont dû avoir des déceptions, certains n'y croyaient pratiquement plus. Pour eux, le gouvernement avait simplement rangé cette promesse-là dans les tiroirs et ça n'allait plus tenir. Donc cette rencontre est venue comme un brin d'espoir pour rassurer ces travailleurs-là. Et au cours de la rencontre, vous avez vu, la volonté et de l'engagement de revaloriser les salaires a été réaffirmé. Donc c'est le mérite qu'on peut tirer de cette rencontre. C'est en cela il faut saluer cette démarche-là, saluer le fait que cette volonté de revaloriser les salaires a été réaffirmée, même si ça a presque laissé un goût d'inachevé dans le cas de beaucoup de travailleurs. On va y revenir. Tout à l'heure. Sur la feuille des conclusions, on constate que le SMIC a connu une augmentation de 12 000. Tout à fait. C'est une bonne nouvelle. Bien sûr, avec bien entendu l'accord des représentants du patronat qui était également représenté là. 12 000, c'est peut-être, on aurait souhaité que ce soit plus que ça, mais c'est déjà important, c'est déjà quelque chose pour ces gens-là dont le problème se pose depuis toujours. Vous avez vu, la dernière
fois que le SMIC a été augmenté, ça doit être daté de 2012 ou 2014. Vous voyez, donc entre 2012 et 2014 jusqu'à 2022, il y a eu beaucoup de situations qui ont amenuisé peut-être le panier de la ménagère, qui ont endurci les conditions de faire face à la cherté ambiante et tout. Donc il était de bon temps que les travailleurs également qui sont parmi la population, qui subissent les effets de la pandémie également, et aussi récemment avec l'arrivée de la crise russo-ukrainienne, tout a augmenté, tout a flambé, malgré les efforts que le gouvernement déploie. Il était de bon temps quand même qu'on vienne soulager ces travailleurs-là pour pouvoir faire face à la cherté ambiante. Donc il faut saluer cette mesure de revalorisation et prier pour que, comme il a été annoncé au cours de cette assise-là, d'ici novembre prochain, qu'il n'y ait pas d'autres situations liées à la conjoncture économique pour que véritablement ces mesures envisagées puissent être mises en œuvre. Alors, le recrutement social est-il activé? On peut le dire dans une certaine mesure, même si aujourd'hui, c'est rien que des promesses, on attend la concrétisation. Mais déjà, avec tout ce qui se fait, la généralisation du projet Arche, l'octroi de fonds Covid pour soulager les effets de la pandémie subie par certaines entreprises et certaines personnes, les artisans et autres, je pense que beaucoup en train d'être fait, mais également les efforts déployés pour bousculer les prévisions budgétaires afin de juguler la flambée des prix des produits de première nécessité, des produits qui sont sur nos marchés. C'est déjà un effort qui est fait, un effort patent qui montre que le gouvernement est réellement préoccupé de ce volet social-là. Et vous avez vu au cours de cette rencontre-là le problème des aspirants qui a été abordé. La volonté est là, et c'est déjà ce qu'il faut saluer. Le chef de l'État n'a pas fléchi quant à son engagement de faire de son second quinquennat un mandat hautement social. Et moi, je n'ai aucune crainte, aucun doute que d'ici novembre, effectivement, les données iront dans le bon sens et on fera tout pour que véritablement cette promesse-là soit tenue. D'accord. La question de la hiérarchisation des salaires n'est pas entièrement tranchée. Est-ce que pour vous, il est indispensable d'y arriver? C'est vrai que cette question a été une forme de discorde entre les organisations syndicales et le gouvernement. Les organisations syndicales qui ont estimé, le patronat, les organisations syndicales qui ont estimé que c'était très important et indispensable de hiérarchiser les salaires. Bon, le chef de l'État a estimé que ça pourrait tuer la volonté de créer des entreprises. Ça faisait déjà trop pour les promoteurs, le patronat, dont certains font déjà face aux effets pervers de la pandémie de Covid-19. Bon, je pense qu'avec les discussions qui ont dit que les discussions vont se poursuivre, on trouvera un juste milieu pour voir comment est-ce qu'il faut arranger les choses de ce côté-là aussi. C'est vrai, la volonté de créer de nouveaux, de hiérarchiser les salaires, de créer de très bonnes conditions aux employeurs est là, mais de l'autre côté, il faut également savoir qu'il faut créer des conditions qui favorisent la création d'entreprises, ce qui va permettre d'engranger bon nombre de nos compatriotes qui sont dans le chômage. Donc, en voulant peut-être faire coucher le bébé, il ne faudrait pas qu'on le réveille aussi. Tout à fait. Autre sujet avec vous, Gabin Goubilly, la proposition de loi qui vise à octroyer des pensions aux anciens députés et anciens présidents d'institutions n'a visiblement aucune chance de prospérer. Le chef de l'État a donné son point de vue sur la question. Vous l'avez suivi? Je l'ai suivi, un point de vue que je partage entièrement, qu'une frange importante de la population partage également d'ailleurs. C'était totalement curieux et incompréhensible que dans le contexte où nous sommes, où la population peine déjà à s'assurer 3 repas quotidiens par jour, où tout est cher dans le pays, on crie que c'est difficile déjà. Le serrage de ceinture au premier mandat qui a fait face vers la fin pratiquement à l'arrivée de la Covid-19 et tout ça, et que des députés qui sont censés être nos représentants, ils sont pas à l'abri qui sont pas à l'abri du besoin, ça, il faut le dire. Les députés quand même, la République, qui sont un salaire quand même plus ou moins consistant. Je ne sais pas quelle mouche a piqué cette frange de députés, de personnes qui sont censées être les représentants du peuple, donc partager les peines de la population, intégrer le vécu quotidien de ces populations-là, s'octroie ce vilain privilège de se faire la part belle, de s'assurer une retraite paisible, une retraite douillette. Ce n'est pas bien. Pour service rendu à la nation. Pour service rendu à la nation, écoutez, les députés ne sont pas seuls à contribuer, encore que leur contribution à la création de la richesse dans le pays n'est pas aussi déterminante, aussi importante que ça.
encore qu'il y a d'autres dans le pays qui sont plus vertueux, plus patriotes. Encore, moi, je suis totalement contre. Quand j'ai vu déjà cette proposition de loi, l'annonce qui a été faite à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année, je suis tombé des nues. Est-ce que vous en connaissez les autres? Je suis tombé des nues. Jusque-là, personne ne veut s'afficher, surtout que le chef d'orchestre a sifflé, a donné sa position sur le sujet. Bref, c'est une très bonne chose que le chef de l'État ait déjà donné sa position, parce que cette déclaration qu'il a faite en réponse à la préoccupation du syndicaliste Kassamampo a eu le mérite de clarifier la position du gouvernement sur cette proposition-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que déjà, quand la nouvelle a été annoncée, beaucoup ont suspecté une machination du gouvernement, que c'est le gouvernement qui est l'instigateur de cette proposition, de cette initiative-là. Donc le chef de l'État a clarifié la position du gouvernement sur cet aspect-là. Maintenant, on attend que ces députés initiateurs de la loi, la posture, la conduite qu'ils vont tenir désormais, est-ce qu'ils vont continuer à braver, continuer à programmer l'examen et l'adoption de cette proposition de loi, ou plutôt faire amende honorable en procédant purement et simplement au retrait de leur machin, si je peux le dire. Non, mais le chef de l'État n'a pas interdit, il dit s'ils ont les moyens pour payer l'incidence financière. Une belle ironie, hein, parce que c'est que les députés, certes, ils ont leur budget, encore que le budget est fourni par le gouvernement, ils ne créent rien au sein de l'appareil parlementaire pour pouvoir avoir les moyens pour faire face à ces charges-là, des milliards de plus pour le contribuable. Donc, s'ils ont les moyens de s'assurer, le chef de l'État n'a fait que leur retourner la balle. Et tout le monde sait aujourd'hui que l'Assemblée nationale n'a pas ces moyens-là. Les initiateurs de ce projet estiment qu'ils se sont inspirés donc, de certains pays comme le Mali et le Gabon. Bon, nous ne sommes pas là, et ce n'est pas tous les exemples qu'il faut copier. Vous savez, il y a également chez nous, ça vient progressivement, il y a que la Constitution a prévu que l'on octroie certaines primes, certains avantages aux anciens députés, aux anciens présidents de la République, aux anciens présidents d'institutions. Je ne vais pas parler des députés, c'est un lapsus. Aux présidents d'institutions et aux présidents de la République. Là, ça, c'est la Constitution qui l'a prévu. Mais il ne faudrait pas que les députés fassent d'amalgame autour, qu'ils veuillent s'aligner derrière cette disposition constitutionnelle-là, pour étendre l'ardoise, parce que le risque, justement, c'est ça. Le chef de l'État, qui visiblement a encore un brin de lucidité dans sa posture à estimer, c'est que les maires pourraient nourrir également des envies de se voir octroyer des primes à la fin de leur mandat. Et les élus locaux, les ministres, pourquoi pas. Et ça ferait vraiment une confusion au sein de la République. Encore que, comme l'a dit Patrice Talon une fois encore, c'est une parenthèse, la carrière politique. Donc vous quittez forcément un emploi, une fonction, votre vocation pour aller dans la carrière politique. Mais dès que vous finissez, vous retournez à vos amours. Et ceux qui sont souvent appelés à exercer et assumer ces chèques-là sont des personnes plus ou moins, des élites au sein de la société qui sont à l'abri du besoin. Donc, faudrait pas que... Dernier sujet avec vous, très rapidement, en prélude aux élections législatives du 8 janvier 2023, le médiateur de la République échange avec les acteurs politiques. Comment appréciez-vous la démarche? Une bonne démarche, même si certaines formations politiques auraient souhaité que le format ne soit pas celui-là. Dans tous les cas, le médiateur de la République est dans son rôle. Qui dit médiateur, c'est celui qui va veiller à anticiper sur un certain nombre de crises, un certain nombre de tensions. Et dans le cas d'espèce, il s'agit de prévenir, de lever les éventuels goulots d'étranglement à la bonne organisation des prochaines élections législatives. Et il ne faut pas que nous subissions l'expérience regrettable de 2019. J'ai lu un peu les recommandations qui ont été faites par les différentes formations politiques. Et celle qui est revenue souvent au niveau de beaucoup de formations politiques, c'est qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait pas qui est l'ouverture des élections, que les élections soient le plus inclusives possible. Et on veut bien compter sur les organes qui ont en charge l'organisation de ce scrutin-là, même si, pour filtrer, bien évidemment, parce que l'inclusivité ne veut pas dire qu'on laisse la porte à toutes les formations qui ne remplissent pas les conditions de participer aux élections. Donc, toutes les formations politiques qui répondent aux conditions des tests, je pense qu'ils seront
autorisés, bien entendu, à figurer dans les starting blocks de ces élections-là. Maintenant, il ne faudrait pas que les gens fassent d'amalgame pour penser que, bon, tous les partis enregistrés, c'est la porte ouverte pour aller aux élections, tout ça. Bon, le gouvernement a réaffirmé cette volonté. Les organes en charge du scrutin vont le faire. Je pense que ces recommandations-là ne doivent être adressées à qui de droit pour que chaque institution de la République joue convenablement son rôle. Parce que la paix dans le pays ne fera que rehausser notre image. Le parti de l'ancien ministre, donc Candide Azanaï, n'a pas accédé à la demande du médiateur de la République, Candide Azanaï, qui met en cause la légitimité du médiateur. Nous parlons du parti Restaurer l'Espoir. Oui, le parti a avancé ses raisons, les raisons que j'ai lues, peut-être ils sont dans leur logique. On ne va pas s'attarder dessus. On connaît bien entendu cette formation politique-là, dont les réflexions, les postures sont souvent illisibles sur l'échiquier politique. Le parti s'est conformé à la charte des partis politiques. Une charte des partis politiques qui a été révisée par l'Assemblée nationale en cours. L'Assemblée dont le parti Restaurer l'Espoir a toujours dénié. Un parlement auquel le parti Restaurer l'Espoir a toujours dénié toute légitimité. Voilà, un président de la République qu'on dit illégitime, que le parti a toujours taxé d'illégitime. Donc, je pense qu'il y a amalgame entre les positions où vous êtes plié à certaines dispositions de la loi en vous faisant enregistrer à la charte des partis politiques sous le Parlement qui est en cours. Puis vous dites que bon, celui qui a été désigné comme médiateur n'a pas la légitimité. Ils auraient peut-être souhaité que ce soit le chef de l'État lui-même qui prenne l'initiative de ce dialogue, un dialogue politique entre griffes, ils ont toujours souhaité. Mais je me dis, c'est déjà un pas, ce qui est en train d'être fait là. Ils auraient pu aller et faire émettre leur desiderata, quitte au médiateur de faire le point au chef de l'État qui saura les dispositions qu'il faudra prendre ensuite. Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal, merci beaucoup pour ces analyses et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Bonne fête. Bonne fête à tous les travailleurs et bonne fête par anticipation à vous Idriss Boukari et toute la communauté musulmane du Bénin. Ramadan demain, le 3 mai également c'est notre fête. Ah, le 3 mai aussi. Oui. Donc c'est dire que le 3 mai sera à chômer. Non, pas évident. Pas évident. Merci beaucoup et bonne journée. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, vous qui vous impatientez de voir Vano Baby sur le plateau du grand format, le moment est arrivé de vous offrir ce plaisir comme nous savons bien le faire tous les dimanches ici avec vos artistes préférés. Voici Vano Baby. Allora mono tenu io e non le venuye Iro tiani je boli wa bionuye Fire a we oro guna wa duye Je guarda le do no wa ma vonure Allora mono tenu io e non le jakiye ba Iro tiani je boli wa bionuye Fire a we oro guna wa duye Je guarda le do no wa ma vonure Do kwero kwa tena dia Basono se akame Hallelujah, amen. Pero papá te la dia. Pasado se acame. Hallelujah, amen. Yero kwa, dono gule bana foji hawe. Yero kwa la jeno kono hawe. Akere ina fono hawe. No vino clever. Miro pas tu es le son pour nous, ouais. Ce sont les mêmes que t'appelles tes amis, que t'appelles assaut, que t'appelles des frères. Attention, tous les jours à mon enfant nous sauf à t'aimer. Mettre la famille à l'abri que le héros t'a t'aimé. Tu cherches ton pain quotidien et peut-être celui de demain. Et ne réveille où ben y'a un poison à rentrer, mais. Alors y'a mon antenne, yo, ouais, non, les venouillés. Il a terni, j'ai pas les va bien nouiller. Fidé à ouais, le goût d'un ouais, doué. Je vois te le donner ouais ma volonté. Alors de mon antenne ouais non le jaquier ba. De l'antenne te coller ouais bien noué. Fidé à ouais le goût ouais doué. Je vois te le donner ouais ma volonté. Donc le quoi te na dia. Horacio Takba. Bazona fait encore. C'est le chancelier. Alléluia. Amen. Pero quoi te na dia. Passons à faire un mon chéri, alléluia, amen. Je me néglige ou beleza quand on a tout d'ado. C'est que vite pour nous beaucoup de jouer donc me ver où everyday à l'autre à tout mais pas mais sauf à tout mais
Rappeur et artiste béninois qu'on ne présente plus, Vano Baby est notre artiste de la semaine. Il est sur le plateau du grand format. Vano, bonjour, bonne arrivée. Bonjour, merci. Ça fait plaisir de vous avoir sur le plateau du grand format. Alors, comment vous allez? En pleine forme? Super bien. D'accord. Vous avez un événement exceptionnel le samedi 7 mai prochain à la plage de Figaro 16, c'est ici à Cotonou à partir de 16h. Mais avant de parler donc de l'événement, on va mieux découvrir Vano Baby. Vous avez été révélé et propulsé au devant de la scène musicale béninoise à travers le concours MTN Découverte Talent. Ça fait déjà pratiquement 7 ans. Quel changement ce concours a-t-il apporté à votre carrière musicale? Je pense que ce concours m'a permis à moi de me révéler vraiment à la face du monde. Parce que 5 millions de francs CFA, ce n'est pas rien. C'est beaucoup. C'est vrai que j'avais timidement commencé ma carrière. Mais il me fallait vraiment un financement pour vraiment l'emmener où j'ai envie de l'emmener. À la base, c'était un rêve. Et voilà, j'ai participé au concours, ça m'a révélé, c'est devenu ce que c'est devenu. On a mis les moyens. Aujourd'hui, je suis là. Tout à fait. On dit que ce qui fait Vano Baby, c'est son audace, son ego de star et parfois même sa vulgarité et son agressivité dans son style. Est-ce que vous retrouvez dans ce tableau? Je ne vais pas dire que... Oui, non. Un peu quand même. Je suis fort de caractère. Ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne, je suis gentil, sauf que je n'accepte juste pas qu'on me marche sur les pieds. Et c'est ça que beaucoup de personnes n'acceptent pas. Ils veulent te voir toujours comme ça, là, en bas, rabaisser, te piétiner à n'importe quel moment. Le respect, c'est la base. Tu me respectes, je te respecte. Quand je sens que le respect n'est pas là, ça ne peut pas marcher. Il n'y a rien à faire. Alors, dans vos chansons, vous évoquez les thématiques comme la valorisation personnelle, la dénonciation, l'engagement. Qu'est-ce qui vous inspire? Vous n'avez pas parlé de femmes, de sexe cette fois-ci? On va y arriver. On va y arriver. Non, j'attendais ça. On va y arriver. On parle d'abord de l'engagement, de la dénonciation. Si. Je suis jeune. Hein, et, tout autant que nous sommes, on rencontre les mêmes problèmes. Les ennemis, les faux amis, les difficultés. C'est la même chose qu'on rencontre tous les jours. Et je me suis rendu compte que la jeunesse aujourd'hui, ou les jeunes aujourd'hui, vivent pratiquement les mêmes choses. C'est les mêmes choses qui reviennent depuis la nuit des temps. Problème le poids là, il y en aura. Souci le poids là, il y en aura. Donc, je suis venu dire ou dénoncer ou il y avait un temps cléva, un temps cléva dans l'esprit parce que à mon biseau, ça va être comme ça, et que c'est comme ça que tu dois fonctionner pour que ta vie soit pas forcément rose, mais quand même que tu arrives à t'en sortir au milieu des gens. La vie, c'est une journée. D'accord. Alors, l'un de vos morceaux, un de vos titres les plus populaires, c'est Adibou Bonbon. Si. Alors, de quoi parle la chanson et quelle est la touche particulière que vous avez apportée à ce morceau? C'est votre morceau préféré? Oui, je l'écoute. L'un des morceaux préférés. Parce que vous aimez la même chose que moi. Non, il y a un bien mieux. Non, allez-y. Adibou Bonbon, c'est l'un des morceaux qui m'a vraiment propulsé au devant de la scène après Vano. C'était en 2016, j'ai sorti le morceau et mine de rien. Déjà, les gens ont plus kiffé le morceau parce que ça parlait déjà de rondeur, mais de façon entre griffes vulgaire. Ce que les gens n'avaient pas l'habitude de faire. Donc c'est ça qui fait que les gens trouvent que je suis audacieux, que je suis pervers entre griffes, ou que je suis ci ou je suis ça. Et c'est comme ça que j'ai sorti le morceau. Et tout de suite, ça a explosé. Ça m'a permis de faire le remix avec la légende Mr Blaze. Et ça, on a envoyé le morceau à l'international et ça a donné ce que ça a donné. C'est l'un de mes plus gros morceaux. Pour ne pas dire l'un des morceaux qui m'a permis vraiment de commencer à m'exporter. Alors vous parlez souvent des choses qui sont pratiquement interdites dans le public. Vous en faites donc votre source d'inspiration. Pourquoi? Parce que je suis comme ça. La musique, c'est comme mon marché. Il y a ceux-là qui font du gospel, il y en a qui sont venus conscientiser ou éveiller les consciences ou tout ce qu'ils veulent. Moi, je suis venu avec moi. Mais business, ça, tu m'en tiens. Donc, il y a même au bleu étude de marché.
Mon dit que. Et oui, Bonzé, Posé Adaï. Et ça marche. Et bon. Alors, les rappeurs au Bénin, on les compte au bout des doigts. Vous n'avez pas voulu faire du suivisme comme les autres. Vous avez créé votre propre monde. Alors, comment voyez-vous l'avenir du rap au Bénin d'ici quelques années? Franchement, à l'heure actuelle, les gens n'écoutent plus vraiment le rap comme il faut. Hein. C'est dommage, mais c'est vrai. Parce que les émissions comme les Ghetto Blaster nous ont donné, l'envie de faire du rap en temps. Aujourd'hui, ces émissions n'existent plus. Les festivals comme le Hip Hop Campé, dans le temps, qui faisaient que dans la sous-région, on était respecté. Donc, ça fait que, ça fait que aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne savent plus n'ont plus vraiment envie d'écouter le rap ou n'écoutent plus vraiment comme il faut. Quand bien même qu'il y a la nouvelle génération, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font de la très bonne musique. Je parlais hier, j'étais au concert de Bobo. C'était un concert pas possible, c'était un truc exceptionnel. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font du rap, mais ce n'est plus ça. Donc, nous à la base, on était des rappeurs, on est venu avec le rap, on est venu avec l'ego trip, tout ce que vous savez. Mais à un moment donné, il fallait vraiment virer dans autre chose. Si on était resté dans le rap et Bodjamisa au FIA. Donc ça a fait qu'on a mélangé les styles, on a essayé de faire un cocktail. Aujourd'hui, même quand je sais faire le rap, je sais que je sais faire de la musique, je sais faire de l'afrobeat, je sais faire n'importe quel style de musique. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, mon cercle de fans s'agrandit. Alors, vous faites souvent des chansons qui sont interdites aux enfants, comme le titre Nabonhoni, qui veut dire si ma maîtrise de la langue fongolais ne me joue pas de salto, je vais sucer le sang. Alors, est-ce que vous baptisez votre leadership sur les critiques parfois acerbes? Pas forcément. Hein. Mon rap à moi, le rap que je fais, j'appelle ça handgriff rap satanique. À la base, quand je suis venu avec mon rap, c'était le rap satanique. C'était de l'hardcore, mais sombre. C'était de l'ego trip, mais sombre. Sombre de telle manière que quand, au lieu de dire, ouais, je suis riche, j'ai des go, j'ai des belles fesses, moi je fais, ouais, je vais te faire ci. C'est le rap satanique, c'est le rap sombre. Et c'était le genre de truc qui n'existait pas au Bénin. Vous voyez, donc quand nous on est venu avec le rap, on a voulu ajouter quelque chose déjà chez nous. Il y a le vaudou, il y a tout ça. Donc j'ai essayé de mélanger un peu avec la réalité de chez nous et c'est ça qui a fait que les gens ont vraiment kiffé. Mais qu'on dise que ma musique doit faire peur aux enfants ou doit être peut-être déconseillée aux enfants, c'est des conneries. Les enfants kiffent bien le sorcier. On va parler de l'événement du samedi 7 mai prochain. C'est un spectacle qui aura lieu à la plage de Figueroa. C'est à 16h. Hein. Alors, dans quel cadre donc le spectacle est organisé? C'est la centrale qui a, avec Azeta Guélé Musique, la centrale a organisé le concert. C'est le rassemblement du gang. Je me suis dit, il fallait que je refasse mon concert parce que 2019, j'ai fait mon premier concert, c'était au Canal Olympia. C'était full. Après, avec mon équipe, on avait décidé que chaque année, on allait le faire comme un festival ou comme une édition, je ne sais pas si je m'exprime bien. Et en 2020, il y a eu Covid. Donc 2020, 2021, là on est en 2022, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, maintenant, les choses ont repris petitement. Il y a eu le concert de la légende qui est passé le 18 décembre dernier. Et on est en 2022, il fallait que je renoue avec mon public et c'est comme ça qu'avec la centrale, on s'est entendu, on a organisé le concert. Et le concert aura bel et bien lieu ce 7 mai à la plage de Figueroa. D'accord. Comment ça va se passer? Que voulez-vous offrir à vos fans? Nous, non, tu dis un peu et le reste égal. Ce qui est sûr, les gens me connaissent. Ceux qui me connaissent savent que quand je suis sur scène, je suis handgriff, une bête de scène. Quand je suis sur scène, c'est un festival dans festival. C'est ce qui est sûr. Quand je serai là samedi, vous allez voir, ça va être un truc de malade. Donc, je tiens à vous dire que non, mon ami, on a un concert au Facebook parce qu'on va avoir un live sur les sorciers en tant que clé vallée. Alors, quels sont les autres artistes qui vont tenir la scène? Il y en aura plein. On a déjà, même à la base, pour ce concert, on a décidé de faire un truc 100% Bénin.
C'est l'une des particularités du concert 100% bénin. Il y aura Tiaf Papayazi qui sera là. Au fur et à mesure, la liste des artistes vous seront révélés. Il y a Tiaf Papayazi qui est sur la liste qui va arriver. Il y aura Tigang, il y aura First King, pardon, il y aura Siano Babassa, il y aura la crème de la crème de la musique urbaine. Tout le monde, Olu Akemi, tout le monde est en train de... Vous avez vu ce que ça donne sur les réseaux. Et ça va me faire plaisir de retrouver tout le monde parce que Medidja, c'est ça on dit. Donc quand ce sera le tour de l'autre. Actuellement au Bénin, on est en train de changer un peu les choses. Et ça n'existait pas vraiment au Bénin. Maintenant, on est en train de faire les trucs de telle manière que dans la sous-région, qu'on puisse nous regarder aussi comme un grand pays. Et on va y arriver. D'accord. Quelles sont les conditions d'accès? Les tickets en vente? Où est-ce qu'on peut acheter les tickets? Comment ça va? Vous pouvez appeler le 51 51 51 38 pour acheter vos tickets. Vous pouvez télécharger aussi l'application Gozem sur votre téléphone et commander en ligne. J'ai mis le lien, je vais remettre le lien tout à l'heure sur ma page Facebook Vano Bibi officielle. Vous pouvez acheter vos tickets, c'est à partir de 5 000, 10 000, 25 000. Et pour les VIP, venez à l'heure parce que ça va aller très vite. D'accord, on va finir. Vous avez un message. Vous avez vos fans qui nous suivent en ce moment au Bénin comme partout dans le monde. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Tu reconnais ton boy, ton élément, le seul, l'unique, il n'y a qu'un seul sorcier, c'est le sorcier vivant, toi-même tu sais. 7 mai, rassemblement du gang, Métinement Gangou. Je vois tous les sorciers. 7 mai, rassemblement du gang, à partir de 16h, plage de Fidrosset, un concert, un truc de folie, toi-même tu sais. Agon, ouais. Il faut leur donner quelque chose, il faut leur démontrer quelque chose. L'avant-goût donc du spectacle. Et mais négligé avec beleza comme tato si pe vite pour non beaucoup jouer de me veu everyday à taka toi mais papa mais sofa toi mais wa mon vie wa nous de ma aussi en demain ra. C'était Vano Bibi en direct sur le plateau du grand format. Rendez-vous samedi 7 mai prochain à la plage Figueroa, c'est ici à Cotonou. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous. Pareil à vous. Mesdames et messieurs, c'est ici que va s'arrêter l'aventure grand format de ce dimanche 1er mai 2022. Merci à vous qui nous suivez depuis Ouida. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. Excellente, donc faites le travail à chacun et à tous. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Alléluia, amen. Le meilleur négligé, ouais, beleza, quand on a dato dado. 5 mais vite, pour nous, beaucoup de jouer, donc, ben, me verrou. Everyday, à l'otaka, toi, mais, papa, mais, sauf pas, toi, mais, wa, mon envie, wagner, nous, des mains, ou ça, là, des verres, non, ça, mais, les matons, ça. N'est la situation, tu vois, qu'elle parle, non, moi, pas. Ta joie de vivre, on voit qu'un robot. Ils prédisent ta mort, ne boit de rien, non, ça, mais, les matons, ça. N'est la situation, tu vois, qu'elle parle, non, moi, pas. Ta joie de vivre, on voit qu'un robot. Ils prédisent ta mort, alors, la monotone, ouais, non, la venouille. Route la route, ils ont terminé, j'ai pour les ma bien nouillé. Ils vont le virer à ouais, ouais, donc, je vois dans la donne, ouais, ma volonté. Alors, la monotone, ouais, non, la jackie, bon. Ils ont terminé, j'ai pour les ma bien nouillé. Virer à ouais, donc, c'est chaud quand tu vois dans la donne, ouais, ma volonté. Donc, pas de l'alliance. Et Mérico, ça, ouais. Ma zone a fait un cas. Ma Dieu puissant. Alléluia, amen. Mais non pas de la dia. Ma zone a fait un cas. Amen. Alléluia, amen. Royal Souraimo. Mais non pas de la dia. Surprise Kakiti. Non, allez, rasta Kossou. Juger ce château fort. Mauricio Serra, Moubarak, Moukaïla, Arnaud le mythe. Alors le monotone, c'est tout, c'est triste. Le seul couple, le je vois dans les deux, non, ma bonne